Mon hub financier personnel. Vous voulez savoir à quoi il ressemble? Car c'est bien beau de faire des vidéos explicatives et donner des conseils, mais après tout, est-ce que je les applique moi-même? Je suis sûr que vous ne vous étiez pas posé la question. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir le système financier que j'utilise, les grossières erreurs que j'ai pu commettre, parce que oui, j'en ai fait, mais aussi les améliorations par rapport au modèle d'origine et qui pourraient vous inspirer. Vous êtes prêts? Oui? Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon ami Le Cube, salut tout le monde! Nous vous dévoilons tous les secrets pour réaliser des placements qui rapportent en vous expliquant aussi tous les concepts qui vous permettront d'investir intelligemment. Aujourd'hui, une vidéo très particulière. Et si tu comptes présenter la météo, ton objectif est nul. Tu te rends compte que personne ne va capter la référence là? Moi je suis sûr que si. D'ailleurs si vous êtes dans ce cas, mettez un like et dites-le en commentaire. Bref, cet épisode va être un peu différent du format habituel, car on va partir d'un cas concret de système financier, en l'occurrence le mien, pour analyser les différences qu'il y a avec le modèle d'origine. De cette façon-là, vous pourrez constater à quel point l'ensemble est modulable en fonction des besoins. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer un seul épisode. Dans la dernière vidéo, nous avions donc vu un modèle de base de structuration de compte. Ce système financier avait pour but de maximiser les flux d'argent en les automatisant dès que c'était possible par le biais de virements ou de prélèvements. L'idée était d'éviter de perdre du temps dans les transferts d'argent et de cloisonner les liquidités en fonction de l'utilisation que l'on va en faire. Mais si ce n'est pas déjà fait, le mieux est d'aller voir l'épisode en question. Je mets une fiche en haut à droite. Vous trouverez également le lien en description. Ce système est une simple base, modulable à loisir. Du coup, voyons le mien tel qu'il était il y a encore quelques mois. Alors, des différences? Ah oui, c'est carrément pas la même chose. Oui, alors depuis, il a complètement changé. Mais ça va nous permettre de voir les problèmes qu'engendre une architecture mal conçue. Alors commençons par ça, son fonctionnement et les problèmes qu'il engendre. Bon, que les choses soient claires, le modèle présenté ici contient à peu près toutes les erreurs à ne pas commettre pour votre propre hub financier. Mais justement, pourquoi tu utilisais cette architecture? C'est pas très cohérent comme démarche. Eh bien, sur 1, 2, 3 Richesse, les systèmes présentés ont tous été expérimentés et sont donc optimisés. Mais pour arriver à ces résultats, il a bien fallu passer par un processus d'essai-erreur. Ah oui, dans une vidéo précédente, tu nous avais dit que tu avais essayé beaucoup de choses. Oui, on peut le dire. J'ai testé beaucoup, j'ai perdu aussi de l'argent, j'ai fait des mauvais choix, mais tout ce cheminement a fait partie de l'apprentissage. Chaque expérience a entraîné une réflexion, puis de nouvelles expérimentations. Et c'est ce va-et-vient permanent entre théorie et pratique qui permet aujourd'hui de réaliser les épisodes de 1, 2, 3 Richesse et donc de proposer des modèles beaucoup plus optimisés. Ce qui permet à tout un chacun de gagner du temps en allant à l'essentiel. C'est tout à fait ça. Et on peut le voir dans cette ancienne architecture de compte. D'ailleurs, à ton avis, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le désordre le plus complet. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais il y a 2 erreurs majeures. Premièrement, lorsque j'ai commencé à essayer d'organiser mes investissements, je faisais tous les transferts d'argent moi-même, en fonction de l'argent que je pouvais économiser. Ah oui, tu prenais donc du temps pour savoir quelle somme d'argent devait aller où et par quels moyens. Et c'était vraiment chronophage. En plus, j'avais ouvert des comptes dans plusieurs banques en fonction des produits d'épargne proposés. Ça explique pourquoi j'avais plusieurs comptes de dépôt renvoyant eux-mêmes à différents comptes d'épargne. En fait, c'est pas le désordre, c'est la pagaille. C'est peu de le dire. Du coup, cette profusion de comptes de dépôt produisait un second problème, les temps de transfert d'argent. À chaque virement d'un compte à un autre, il se passait 2 voire 3 jours. Du coup, ça me faisait rater des opportunités d'investissement. Ah non, en réalité, c'était pas la pagaille, c'était le foutoir. Oui, il faut bien l'admettre.
Dernier problème, la multiplication des comptes d'épargne. Bah oui, pourquoi en avoir autant? Là aussi c'est contraire à l'élégance du modèle de base. Eh bien, parce que j'ai expérimenté aussi sur les rendements des produits d'épargne. Les taux de certains livrets ou super livrets étaient plus attractifs qu'un simple livret A, donc je me disais que j'allais y gagner plus d'argent. Et c'était le cas? Absolument pas. Lorsqu'on te propose un taux supérieur, c'est sans compter les prélèvements sociaux auxquels le livret A n'est pas encore assujetti. Une fois ces taxes et impôts prélevés, le rendement baisse drastiquement. Et du coup, tu as repensé le système. Complètement. Mais tu vas voir, il diffère un peu du modèle présenté dans l'épisode précédent. Alors, le modèle actuel n'est pas encore la version la plus optimisée. Il s'agit d'une étape transitoire. Hub financier version Mark II. Mais tu as toujours autant de postes. Sauf qu'ils sont organisés de façon différente. Comme j'avais plusieurs comptes de dépôt dans des banques distinctes, je les ai utilisés pour cloisonner certaines dépenses. Le tout via des virements automatiques pour ne pas avoir à m'occuper de tout ça. Et ça fonctionne comment du coup? Alors, mes dépenses sont segmentées en 3 volets. Les charges obligatoires, les dépenses courantes, l'investissement. Les charges obligatoires correspondent aux dépenses fixes et les dépenses courantes renvoient au budget utilisable. Tout ça, on l'a vu dans l'épisode 11, que je mets en fiche et aussi dans la description. J'imagine que la partie investissement correspond à la capacité d'épargne de l'épisode 5. C'est exactement ça. Du coup, fiche et lien pour cette vidéo aussi. Donc, d'abord, je réceptionne mes revenus sur mon compte bancaire principal. Pour éviter tout problème, j'ai une épargne de secours d'1 mois d'avance sur un livret dédié. Comme ça, il n'y a pas à se soucier de savoir si l'argent est bien arrivé ou pas. Exact. Ensuite, le lendemain, 2 virements automatisés sont effectués. Le premier vers le compte de dépôt dédié à l'investissement. Ce compte bancaire est rattaché à l'ensemble de mes comptes d'investissement. En fonction de ma stratégie à court terme, j'effectue moi-même le virement vers le placement qui m'intéresse. En fait, tu ne te préoccupes que d'un seul investissement à chaque fois, sur lequel tu mets la quasi-totalité de ton épargne. Tout à fait. Ça me libère l'esprit et maximise mon placement. Le deuxième virement automatisé envoie les liquidités vers le compte de dépôt numéro 3, qui est uniquement dédié au paiement des charges fixes. Celles-ci sont réglées par prélèvement automatique avec une date 2 jours plus lointaine pour être sûr. Très bien. Et si le montant de tes charges fixes change parce qu'il y a des augmentations? Eh bien, j'ai sur ce compte une petite somme supplémentaire pour pallier aux imprévus. Mais pour agrémenter ça, le montant du virement automatique vers ce compte est de 1 € de plus que le montant de mes charges fixes. Ce qui fait que chaque mois, tu as une petite somme supplémentaire sur ce compte. Ça permet d'amortir certaines augmentations tout en ne grévant pas le budget utilisable lui-même. Voilà. Ensuite, l'argent qui reste sur le compte principal représente mon budget utilisable du mois. Du coup, comme tous mes moyens de paiement sont liés à ce compte, je n'ai plus qu'à appliquer la première règle de la gestion du budget. Ne pas dépenser plus que le budget utilisable. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode 13. Et en cas de pépin, tu as la réserve d'épargne dont on a parlé plus tôt. Eh ben pour le coup, c'est de l'optimisation. Mais en fait, on pourrait faire bien mieux. Mais qu'est-ce qui pourrait être encore modifiable? Eh bien, tout simplement de faire disparaître le compte de dépôt numéro 2 et de relier directement les différents comptes d'investissement au compte courant principal. De cette façon-là, on élimine un élément inutile et on gagne encore du temps sur les transferts de liquidités. Oui, pour alléger encore le modèle afin qu'il réponde aux besoins liés à la stratégie. C'est ça. Mais le plus important est de comprendre que, quelle que soit l'architecture de départ, il est toujours possible de la faire évoluer vers une structure plus efficace. Pour ça, 2 éléments doivent être gardés à l'esprit. D'abord, toujours établir le chemin le plus court possible pour les transferts de liquidités. Parfois, sur certains placements, se présenteront des opportunités dont il faudra profiter le plus rapidement possible. Et c'est dommage de les rater juste car les flux de liquidités n'ont pas été optimisés. Ensuite, toujours établir des virements ou des prélèvements automatiques sur les éléments les plus courants du budget.
D'une part, cela maximisera votre budget lui-même, d'autre part, cela diminuera la charge mentale liée à la gestion de celui-ci. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Merci d'avoir regardé cet épisode un peu différent jusqu'au bout. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et nous dire si vous aimez ce type de format orienté cas pratique. Et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour donner un petit coup de pouce à la chaîne et aider à notre référencement. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.